mon entendement, une rumeur, c'est une information qui circule en tout cas dans la population et dont on ne sait pas l'origine et dont on ne sait pas également si cette information est vraie ou fausse. Euh, non, il y a la rumeur. Dans la rumeur, il y a deux types. Il y a la mésinformation. La mésinformation, c'est une information qui va circuler, qui est fausse, qui va circuler, mais dont ceux qui sont à l'origine l'ont fait circuler sans en avoir donc l'information. Par contre, pour ce qui concerne la désinformation, c'est une information fausse qui va circuler, mais dont ceux qui l'ont fait circuler l'ont fait à but donc de manipuler donc la population et dans un but bien donné. Les sources des rumeurs, c'est les individus, c'est de bouche à bouche. On peut avoir les rumeurs également à travers les médias, hein, les médias qui sont connus, les médias publics, voilà, et même aussi les médias en ligne. On sait que, surtout pendant le Covid, nous avons vu comment, effectivement, à travers les médias en ligne, Facebook, les groupes WhatsApp, il y avait des éléments audio, télévisés qui circulaient. Tout ça, effectivement, sont des sources donc, en tout cas, de circulation donc, de ces rumeurs. Oui, dans le cas donc, de Covid, vous savez que il y a eu beaucoup de débats scientifiques d'abord, qui ont eu lieu et dans lesquels effectivement le public s'est intégré et des non-spécialistes ont pris le relais et ont essayé donc de manipuler l'information à un but de décourager la population, non pas sur des bases des évidences scientifiques, mais effectivement sur des buts inavoués. Et donc, dans ce sens, dans Covid, c'était vraiment important parce qu'on a vu comment la population à un certain moment ne savait pas à quel sens se vouer, ne savait pas si ce que les hommes, les techniciens que nous disaient était vrai, ou bien si ce qu'ils entendaient effectivement dans les médias, dans les groupes WhatsApp, c'est ça qui était vrai. Parce qu'effectivement, il y avait tellement de rumeurs, de fake news qui circulaient, et tellement parfois avec des démonstrations que la population pouvait arriver à se demander effectivement si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, l'impact des rumeurs, c'est que ça peut effectivement entraîner vraiment un trouble au niveau donc, de la population. Ça va entraîner également de la psychose au niveau donc, de la population. Ça va entraîner également le fait que les populations n'accordent pas du crédit à ce que les responsables politiques, les décideurs disent. Ça peut faire également impacter un programme, par exemple le programme de vaccination. On a dit la vaccination fait partie donc des progrès les plus importants dans le monde donc, au cours des derniers siècles. C'est une évidence, mais par contre, avec les rumeurs, il y a eu tellement de rumeurs là-dessus que il y a jusqu'à présent des gens qui ne croient pas à la vaccination et qui refusent donc de se faire vacciner. Donc on voit qu'effectivement l'impact négatif que les rumeurs peuvent avoir donc, sur les programmes de santé. Oui, il y a plusieurs raisons à mon avis. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas l'information, le manque d'information, et donc qui vont relayer, qui vont constituer donc des relais de ces rumeurs-là. Donc, dès que l'information arrive dans le groupe WhatsApp, je le partage. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je le partage. Par contre, il y a certaines personnes qui le font donc, à but donc, de manipuler effectivement donc, la population à des buts inavoués et qui vont travailler à atteindre ces buts-là parce que ils veulent effectivement atteindre un certain nombre de buts. L'autre aspect également, c'est la gestion de l'information. Parfois, lorsque au niveau des services publics, on n'arrive pas donc à donner l'information en temps voulu et au bon moment,
ça peut également susciter, puisqu'il y a une attente de la population, lorsqu'il y a un vide qui est là et qui n'est pas comblé, alors ces rumeurs-là vont s'intégrer dedans et vont donc avoir tendance à faire circuler. En tout cas, étant donné que l'information publique n'a pas été au devant, en tout cas, le vide va être comblé par donc ces rumeurs-là. Et bien sûr, il y a également peut-être l'absence d'outils ou bien l'insuffisance donc d'outils de lutte contre ces rumeurs, parce que s'il y a des rumeurs, il faut effectivement mettre des programmes de lutte contre ces rumeurs, de telle sorte à ce que même s'il y a des rumeurs, on puisse donc rapidement les combattre et donc les annihiler. Jusqu'au niveau des communautés rurales, à défaut d'avoir des chiffres, je m'en voudrais donc d'être très sûr de mes propos, mais je pense que le taux de pénétration donc, du téléphone est assez important donc, dans la population du Burkina Faso. Et de même que on a les téléphones dans le milieu urbain ici, avec bien sûr tous les réseaux, le WhatsApp, tout ce qui est comme réseaux sociaux. Dans les communes rurales, dans les régions également, on a effectivement donc ces mêmes outils et les populations se sont adaptées. Les vocaux, ceux qui sont analphabètes par exemple, utilisent donc on utilise beaucoup plus les vocaux et donc beaucoup d'informations donc sont relayées. Il y a également aussi les radios, parce que vous avez vu pendant Covid les émissions interactives, les gens qui intervenaient, il y en a qui intervenaient avec ils étaient tellement persuadés donc, de ce qu'ils étaient et détenaient. Donc, par la radio et les médias officiels également, à travers ces différentes émissions, lorsque ce n'est pas suffisamment cadré, les rumeurs donc, peuvent donc continuer à se propager et à leur niveau également. Ça peut être également, bien sûr, au niveau des communes rurales, par le bouche à bouche, parce qu'ils ont des gens qui sont à Ouagadougou, dans les villes, et qui partagent également cette information. On se rend bien compte que, par exemple, pour la vaccination, lorsqu'il y a des programmes qui arrivent, ceux des communes rurales parfois se réfèrent peut-être à ceux qui sont en ville parfois pour avoir la conduite à tenir. Et parfois, cela dépend de l'information qu'ils auraient donc reçue donc de la ville. Et donc, on peut bien penser également qu'au niveau des communes rurales, au niveau des villages, il y a ces informations également ont circulé, mais peut-être à un moindre niveau qu'au niveau des villes. Oui, j'ai donné des exemples patents par rapport à la Covid. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne croient pas même à la maladie. Donc, parce qu'il y avait les théories complotistes aussi qui étaient là. Donc, il y en a qui ont dit que la maladie n'existe même pas. Il y en a aussi qui ne croient pas donc, aux différentes stratégies qui ont été mises en place, par exemple la vaccination. Et donc, ils refusent de se faire vacciner. Et nous avons aussi, bien sûr, la psychose. La psychose, à un certain moment, nous avons vu que les gens ne voulaient même pas se rendre dans les formations sanitaires parce qu'en se rendant, soit on pouvait avoir Covid ou on pouvait se faire contaminer. Ou bien, si on était malade, on allait être hospitalisé de force et puis il y allait avoir la catastrophe. Donc, on a vu également comment les gens, avec donc, la chloroquine, beaucoup de gens ont fait l'automédication, ils sont allés payer. Même la chloroquine prohibée là, qui est vendue donc, dans les rues, beaucoup de gens sont allés payer donc, les médicaments en se disant que ça pouvait soigner. Voilà. Donc, il y a effectivement un impact négatif vraiment de Covid et surtout aussi le fait que la population ne croit pas finalement au programme de santé publique, aux évidences scientifiques, aux décideurs. Ça aussi, ça peut entraîner un impact et impacter même sur les programmes qui marchaient. Par exemple, dans le cadre donc, de la vaccination de routine, vous voyez que certains programmes donc, en ont souffert pendant Covid parce que ça remettait en cause aussi quand même les progrès qui avaient été faits par le PEV, par le programme élargi de vaccination durant ces dernières années. Donc, les rumeurs ont beaucoup joué un rôle
important dans l'adhésion des populations de manière globale aux différentes stratégies qui ont été mises en place. Justement, l'une des premières choses donc, qu'il faut faire, donc, c'est de ne pas relayer les rumeurs tant qu'on n'a pas vérifié les rumeurs. Par exemple, lorsque nous sommes dans les groupes WhatsApp ou Facebook, vous voyez une rumeur, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, vous mettez partager, vous balancez ça à tout le monde. Ça veut dire que vous avez contribué donc à faire véhiculer cette rumeur sans avoir donc vérifié cela. Et bien sûr, au-delà de ça également, chacun à son niveau doit travailler à combattre ces rumeurs. Parce que si vous avez effectivement vu qu'il y a une rumeur qui est fausse, c'est de pouvoir donc donner la bonne information, sensibiliser également les proches à vos côtés pour dire attention, cette rumeur effectivement qui est partagée, mais nous avons vérifié et ce n'est pas ce qui est, voilà, ce n'est pas la vérité. Et donc donner la bonne information. Parce que les rumeurs vraiment ont un rôle très nocif donc, dans la population en général. Non, je voudrais déjà saluer le rôle donc, des différents leaders communautaires, religieux pendant donc, Covid, parce que malgré toute cette désinformation qui circulait, ces rumeurs qui circulaient, lorsqu'ils ont été approchés pour contribuer à lancer des appels à la population, par exemple lancer des appels donc, pour la vaccination, ils l'ont fait. Et ils ont montré même l'exemple en mobilisant donc, la communauté et en donnant l'exemple en se faisant vacciner. Et lorsque effectivement les populations le voyaient, puisqu'ils s'identifient souvent aux leaders communautaires, alors ils adhéraient effectivement donc, à la vaccination. Et en tout cas, nous tenons à saluer effectivement ce rôle important qu'ils ont eu à jouer. Nous avons eu aussi les champions, donc, les champions de lutte contre la Covid que nous avons identifiés dans les différentes régions, les champions de la vaccination que nous avons identifiés. Tous ceux-là, qui sont bien sûr des leaders communautaires, ont contribué aussi à leur façon, de par effectivement leur manière de faire, de par effectivement les messages qu'ils transmettaient et par la sensibilisation, ils ont contribué effectivement à renforcer toutes les actions de lutte donc, qui étaient mises en œuvre. Les associations aussi ont joué leur rôle. Parce que vous savez, très tôt au début de la lutte, le ministère de la Santé en tout cas s'est engagé à fond. Mais seulement, quand on parle des aspects de santé, on le dit généralement, la santé est tellement importante qu'elle ne doit pas être traitée essentiellement par les techniciens de santé. Parce qu'à un certain moment, il faut l'engagement de tout le monde. Et l'engagement de tout le monde suppose effectivement l'engagement des leaders communautaires, mais l'engagement donc du tissu associatif, parce que la sensibilisation par les pairs, souvent, marche beaucoup plus que lorsque le langage vient du technicien. Nous avons toujours une approche qui est basée effectivement sur les évidences, etc. Et parfois, le message ne passe pas, alors que les associations ont donc cette connaissance-là, de la sensibilisation par les pairs, et nous avons à un certain moment impliqué donc les associations dans la lutte, ce qui a contribué effectivement par exemple dans les marchés EIA, en tout cas faire baisser la tension, à entraîner une adhésion effectivement donc des populations, en tout cas aux actions que nous avions donc recommandées. Et donc il faut également saluer cela, et nous continuons bien sûr à travers les associations, à l'image bien sûr des associations qui travaillent dans d'autres programmes tels que le VIH, SIDA, etc. Nous les avons intégrés et on poursuit donc le travail donc, de sensibilisation, et nous pensons que nous allons le poursuivre parce qu'au-delà de Covid, parce que Covid reste et restera encore des années, il faut penser donc aux maladies émergentes et qui vont donner des épidémies dans les années à venir, auxquelles il faudra toujours intégrer ces associations-là donc, dans les stratégies de lutte. Oui, le Covid, c'est bien sûr une urgence de santé publique, mais comme on le voit, nous l'avions dit depuis juillet 2020 qu'il faut s'attendre à vivre avec Covid pendant des années. Et c'est la raison pour laquelle nous avons parlé donc de d'évolution de la prise en charge de la Covid dans le système de santé de routine, c'est-à-dire faire en sorte que tous les maillons du système de santé, depuis les centres de santé primaires
les CMA, les CM, les hôpitaux, chacun à son niveau puisse contribuer donc à lutter contre Covid. Donc l'intérêt dans la routine, c'était la meilleure façon de faire que on puisse apporter une réponse. Donc depuis juillet 2020, on l'a fait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous continuons à lutter contre Covid, mais sans vraiment faire beaucoup de bruit, parce que tous les pans du système de santé y participent, avec bien sûr une importance, une priorité donc sur la vaccination, parce qu'on se dit que si nous avons au moins 60-70% de la population qui est immunisée, cela nous permettra effectivement donc de passer à autre chose. Parce que comme on l'a vu dans les pays développés, ils sont à des taux de vaccination de 80-90%, où ils ont levé pratiquement les différentes mesures barrières. Et nous sommes toujours à des taux de vaccination assez faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons bien sûr à accélérer donc cette stratégie. Oui, Covid, c'est une maladie donc, qui est due à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. C'est un virus qui a été nouvellement découvert donc, à Wuhan, en Chine, et qui s'est répandu rapidement dans toutes les maladies et tous les pays du monde, et qui va entraîner donc une maladie caractérisant donc par une toux, fièvre, toux, et qui peut, dans certaines circonstances, donc, se compliquer et donner la mort. C'est une maladie qui est beaucoup plus grave chez certaines populations, notamment certaines populations fragilisées, soit par l'âge, soit par certaines tares, parce que, par exemple, le diabète, les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, et chez les personnes âgées. Et donc, c'est une maladie, néanmoins, qui peut être prévenue en respectant un certain nombre de mesures, les mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique, la vaccination, le lavage des mains, l'hygiène de manière globale. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de Covid. Oui, en tant que médecin de santé publique et en ayant donc un recul un peu surtout les maladies à potentiel épidémique, nous sommes rendus compte du rôle néfaste donc, des rumeurs que cela peut avoir et que cela peut troubler vraiment la population. Et c'est pour assurer également que du côté du ministère de la Santé, nous avons travaillé à mettre un dispositif de lutte contre les rumeurs. Parce que s'il y a des rumeurs, c'est vrai, chacun à son niveau doit œuvrer à ce que ces rumeurs donc, ne se répandent pas, mais parfois la population n'a pas les informations. Et quand il n'y a pas d'informations, les informations qui viennent, elles sont bonnes à prendre parfois. Donc, il y a un dispositif de lutte contre les rumeurs donc, qui a été mis en place. Et il y a une cellule de veille qui travaille au jour le jour donc, pour identifier les rumeurs, pouvoir traiter les informations et apporter des réponses à ce niveau. C'est pour assurer que de ce côté-ci, il y a un travail qui est fait. Et nous continuons à le faire de manière à ce qu'effectivement, toute rumeur puisse avoir donc une réponse appropriée, de telle sorte effectivement à ce que l'information elle est importante, mais il faut que la population ait les bonnes informations donc à son niveau. Et je voudrais effectivement souhaiter bien sûr une bonne santé à toutes les populations. Nous disons que les mesures qui sont édictées pendant le Covid sont des mesures donc de portée générale, et qui pourrait nous permettre effectivement de l'hygiène des mains, l'hygiène de la toux, d'éviter non seulement d'avoir Covid, mais d'éviter d'avoir d'autres maladies, telles que les maladies respiratoires ou les maladies donc, qui se mettent à péril fécal, c'est-à-dire qui vont entraîner la diarrhée, liée donc au manque d'hygiène. Donc voilà un peu le message que je voulais lancer également, et souhaiter vraiment qu'au bout de 2022, nous n'ayons pas encore un pic, parce que nous sommes en train de rentrer dans la période donc, de froid où nous avons un pic des maladies respiratoires. Et depuis 2 ans que nous surveillons Covid, c'est durant donc, cette période, donc, octobre, novembre, décembre, janvier, que nous avons les pics de Covid. Donc, nous allons encourager toujours à respecter les mesures barrières pendant cette période, surtout les enfants, les jeunes, les personnes âgées, à respecter ces mesures
de telle sorte à ce que nous évitions effectivement un autre pic de pauvreté.